je vous propose qu'on passe la parole à Stéphane Ouvrard. On s'était dit que, Stéphane, vous pourriez prendre un moment. On s'était croisés donc il y a 2 ans à Néo Business. On avait fait une table où il y avait Amélie Poncin de BPI France, qui était une référente climat. Mais il y a aussi Alexandre Rambaud, acteur important sur le sujet de la comptabilité verte des entreprises. On n'avait pas eu un monde dingue à la conférence. 2 ans après, là, on est en train de faire des débats sur tous ces sujets. On a parlé CSRD, on a parlé de rendre visible un certain nombre de création de valeur qu'on essaie de faire par la transition. Vous, quel est votre retour vu depuis Kedge, à la fois depuis les gens que vous formez et de la façon dont ça évolue? Merci de me donner la parole. À mon niveau, je suis professeur permanent à Kedge. De formation, je suis expert comptable. Donc, j'ai été formé à l'EBITDA, j'ai été formé au free cash flow, j'ai été formé au droit fiscal, droit social. Aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Et à Kedge, c'est un bon observatoire parce que nous, on adresse l'ODD numéro 4 des Nations Unies, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement. Dans tous les enseignements, on infuse de la RSE. Donc j'ai 3 casquettes. La première casquette, c'est directeur de programme. Donc je dirige l'executive MBA de Kedge, qui est un programme pour des gens qui ont 41 ans en moyenne, qui sont en activité, et c'est très souvent des ingénieurs, 90% d'ingénieurs qui se disent j'ai besoin de compétences managérielles pour franchir le plafond de verre. Et donc nous, notre engagement, c'est de former des managers pour la transition des modèles économiques des entreprises vers la durabilité. J'ai également la responsabilité du parcours expertise comptable, donc DCG, DSCG, DEC, donc c'est Bac+8. Et vous le savez peut-être, l'éducation nationale française va faire évoluer les programmes en incluant la durabilité et également l'intelligence artificielle. Donc, dans le cadre de ce programme, je fais venir des gens comme vous, des chefs d'entreprise, des consultants, pour parler aux étudiants de la façon de piloter de façon beaucoup plus large les entreprises, piloter par le cash, piloter par la marge, parce que l'entreprise, elle doit gagner de l'argent, mais également piloter à long terme. Autrement dit, adopter des lunettes à double foyer. Et ce n'est pas du tout évident, parce que passer du financier au non-financier, les chiffres rassurent. La métrique rassure. Et quand on parle de sujets comme la biodiversité, on est dans un univers un peu inconnu, sauf si on est spécialiste de ce type de sujet. Donc je crois qu'il n'y a pas de course de vitesse, même si les 6 limites planétaires sont déjà dépassées sur 9. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Au-delà de la direction du programme, je suis dans les entreprises toutes les semaines, puisque j'ai la chance d'intervenir pour plusieurs accélérateurs de la région Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, et de BPI France. Et donc, je vois des gens comme vous, régulièrement, des chefs d'entreprise qui se posent des questions, qui se disent comment on va s'y prendre pour faire pivoter le modèle d'affaires. Et je commence toujours mes formations en disant on ne gère pas une entreprise par la finance. C'est un expert comptable qui dit ça. On gère une entreprise par une vision. Et la finance, c'est un outil au service d'une stratégie. Et dans cette stratégie, vous devez inclure la durabilité. Voilà, donc je rappelle un petit peu tout ce qu'on connaît par cœur, les 3 piliers de la durabilité. Voilà. Et je donne des exemples, parce que les chefs d'entreprise, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc, on partage des bonnes pratiques. Comme je fais avec mes étudiants du MBA, on fait des séminaires immersifs dans les entreprises. Et les entreprises, elles partagent des pratiques d'éco-packaging, de supply chain résiliente. On fait venir des chefs d'entreprise qui pitchent des modèles d'affaires durables. Voilà. Donc je crois que ça va prendre du temps, mais la formation, c'est un process qui est long. Il n'y a pas de retour sur investissement visible comme un ROI classique. Il n'y a pas de valeur actuelle nette. Les outils de gestion, à mon avis, vont devoir évoluer, c'est-à-dire qu'on va avoir, à mon avis, des tableaux de bord verts, on va avoir du contrôle budgétaire vert, où on va contrôler l'écart entre la trajectoire de décarbonation et les émissions réelles de CO2. On va de plus en plus
sélectionner les investissements toujours sur les critères financiers, mais également sur l'impact social et environnemental. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Alors c'est peut-être parce que je suis financier que je me dis peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas idiots, mais aujourd'hui, il y a des outils qui ne marchent plus. C'est-à-dire ne regarder que la rentabilité à court terme, que la réduction des charges financières, ça ne marche pas. Et on le voit même dans l'actualité. Regardez, une entreprise qui privilégie une performance à court terme, si elle ne s'intéresse pas à ses fournisseurs, à la façon dont les fournisseurs fabriquent, s'ils ne sont pas dans des zones risquées, parce qu'il peut très bien avoir un fournisseur à côté d'une rivière, le fournisseur va prendre l'eau, il va avoir une inondation, on est en rupture d'approvisionnement. Et donc, ce que j'explique aussi, c'est qu'aujourd'hui, les relations avec les parties prenantes, et notamment avec les fournisseurs, sont indispensables. C'est-à-dire que la relation d'achat doit être une relation, vous connaissez par cœur, gagnante et sur du long terme. Autre chose également, et je change dans ma façon d'enseigner, parce qu'avant, le financier dit, pour gagner du cash, il faut être en flux tendu. Mais oubliez tout aujourd'hui, hein, il faut du stock. S'il n'y a pas de bois, on ne vend rien. Il n'y a plus de produits disponibles à la vente. Donc aujourd'hui, quand je forme des supply chain managers, des acheteurs, on a la chance d'avoir des clients, des grands comptes qui nous envoient également dans différents pays, on voit que les pratiques de la gestion, de la finance évoluent par rapport à la réalité du terrain. Donc tout ça pour vous dire que... Et puis le dernier volet peut-être que je voulais partager avec vous, c'est mes activités de recherche, puisque depuis 3 ans, on mène un projet de recherche pour l'ANC, l'Autorité des normes comptables, où on va dans des PME et on interroge des gens comme vous en leur disant quels sont les facteurs d'incitation ou de résistance à l'adoption d'un reporting de durabilité. La deuxième question qu'on pose, maintenant, c'est un deuxième papier qu'on est en train d'écrire avec des ETI dans le scope de la CSRD, c'est quelle information non financière avez-vous besoin au quotidien pour prendre vos décisions ? Tout ce que vous avez dit, je le partage, bien évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le dirigeant, aujourd'hui, est très seul. Il fait appel à des consultants et souvent, dans les interviews, on a 2 personnes en face de nous. On a le dirigeant ou la directrice financière et le consultant RSE. Parce que souvent, l'entreprise n'a pas les moyens de se payer une directrice ou un directeur de la RSE. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 cerveaux, que c'est une intelligence collective qu'il faut mobiliser. Et la dernière chose que je vois sur le terrain, c'est qu'au-delà de l'indicateur, on ne gère pas une boîte par des indicateurs. La CSRD, c'est vraiment un projet transverse qui mobilise toutes les énergies, toutes les fonctions dans une entreprise pour aller vers un objectif commun de pilotage d'une performance globale et durable. Et donc, ce qui bloque très souvent, c'est que même si le dirigeant y croit, j'ai même un dirigeant qui une fois m'a dit vous êtes sympa, mais vous n'êtes pas attendu pour diriger ma boîte avec une vision globale et durable. Je le fais depuis 15 ans parce que je suis né avec la RSE. Il faut embarquer les cadres intermédiaires. Et ça, ce n'est pas toujours facile. D'abord parce que c'est un problème d'acculturation à ces sujets qui sont complexes. Et puis, ils n'ont peut-être pas toujours la volonté. Donc, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de communication interne. Et puis, la finalité, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est un outil de communication externe ou est-ce que ça va être un outil de management interne pour partager une culture d'entreprise ? Vous voyez, donc, ou ça peut être les deux aussi. Donc, beaucoup de sujets. Les étudiants, c'est des sujets qui les intéressent. On s'aperçoit que les étudiants aujourd'hui cherchent du sens. Ils ne vont pas dans n'importe quelle entreprise. Le capital réputationnel pour une entreprise devient très important. Et quand ils s'aperçoivent que le manager fait attention à ses salariés, fait attention à l'environnement, c'est beaucoup plus facile de recruter des jeunes cadres que simplement des questions monétaires. Aujourd'hui, le marché a complètement changé. Mais le non-financier, je pense, a des beaux jours devant lui. Et voilà ce que je voulais vous partager avec vous. C'est peut-être un peu décousu, mais bon, voilà, c'est l'essentiel. Non, c'est très clair. Merci Stéphane. D'ailleurs, vous êtes applaudi. Ouais. Moi, j'avais une question aussi. Je fais assez souvent le parallèle avec la façon dont les experts comptables, à une époque, ont pu s'emparer du sujet de la transformation numérique, que j'ai bien connu, qui est une problématique aussi
qui va questionner en transversalité, évidemment, l'entreprise et qui pose un peu les mêmes questions que celles que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un parallèle ou une différence dans la façon dont le monde, justement aussi comptable, pouvoir faire bouger les entreprises vers ces comptabilités plus vertes? Ça va plus vite parce qu'on comprend que les enjeux sont plus forts malgré tout en termes de enjeux climatiques et globaux sur la planète, ou est-ce qu'on est à peu près sur le même type de rythme et donc sur les mêmes types de résistance et donc de lenteur peut-être parfois dans la façon que ça. On a échangé ensemble, Antoine, sur ce sujet. Je pense que les experts comptables, ils sont touchés par les deux de toute façon, parce que l'intelligence artificielle va aussi changer la façon de gérer les cabinets. Les collaborateurs vont de plus en plus devoir utiliser une data, c'est-à-dire que toutes les tâches de saisie comptable vont être automatisées et ils vont devoir être en posture de consultant. Autrement dit, il va y avoir besoin de plus de soft skills. Ça, c'est certainement ce qui va se passer dans les cabinets dans les années qui viennent. Concernant l'ESG, on voit que les commissaires aux comptes ont la possibilité de devenir OTI, organisme tiers indépendant, dans le cadre du rapport de durabilité de la COFRAC, au même titre de la CSRD, au même titre que d'autres consultants agréés par la COFRAC. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de confrères, de consoeurs qui ont suivi ce qu'on appelle chez nous la clause du grand-père. C'est 90 heures de formation pour pouvoir auditer les informations de durabilité de la CSRD. Donc oui, la profession est très mobilisée. On sent qu'il y a des enjeux très très importants, très structurants, et parce que le client, la TPE, la PME, naturellement, vient voir son expert comptable. Très souvent, l'expert comptable, c'est la première personne qu'on voit avec l'avocat, avec le notaire. Et donc, oui, ils ont un rôle très important à jouer. Alors, sur le marché du non-financier, les grands cabinets d'audit, ils sont déjà, je ne veux pas dire depuis longtemps, mais ils ont déjà une démarche très structurée avec des départements dédiés à ce type de consulting. Pour les experts comptables indépendants, c'est plus récent, mais en tous les cas, ils sont obligés d'y aller. Par rapport à la transformation numérique, vous savez, il y a la facture électronique aussi qui va arriver, qui va accélérer les process. Et souvent, on compare ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'ESG avec le numérique. Je pense quand même que le changement est beaucoup plus profond pour l'ESG. Parce que c'est vraiment, encore une fois, on change de lunettes. Hein. On a du court terme et du long terme. Je vous propose une chose, on a bien bossé dans la journée, on a fait pas mal de débats mouvants. Donc il y a en fait deux affirmations, Stéphane, que je vous réserve. Ça fait un peu piège, hein, désolé, on n'en avait pas parlé. Mais c'est des débats qu'on a eus, y compris en préparant nos échanges préalables. Sans feuille de route de redirection environnementale, une entreprise est considérée à risque. J'ai bien choisi les mots de redirection environnementale, peut-être que c'est un peu fort. Si j'avais mis transition, c'était peut-être plus évident de répondre oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? On a vu une table l'année dernière justement avec l'APESA sur Neo Business, mais aussi des financeurs, banques, et avec un regard porté aussi sur les assureurs. Alors, de mon point de vue, en restant très modeste par rapport à ces sujets, ce qui intéresse le plus les chefs d'entreprise, c'est la matérialité financière. C'est l'impact de l'environnement sur leur activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise de la TPE-PME doit gérer les risques, à la fois les risques physiques et les risques de transition. C'est-à-dire que la compliance, qui était dévolue plutôt aux banques, aux compagnies d'assurance, aux grandes entreprises, elle s'étend partout dans le tissu des TPE-PME. Et si le chef d'entreprise ne le fait pas, c'est son donneur d'ordre qui va lui demander à travers le devoir de vigilance. Et il va vérifier s'il y a un plan de vigilance qui a été mis en place. Donc, quelque part, les chefs d'entreprise de TPE-PME, il y a des contraintes, enfin des contraintes positives aussi, parce que moi je suis très optimiste, je pense que c'est une opportunité. Ça va permettre d'avoir une façon de piloter de façon différente, tout en étant rentable sur le plan financier, en respectant les droits humains et en faisant attention à l'environnement. Mais je pense que la gestion des risques, pour rebondir sur la question, ça va devenir très 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 important dans les années qui viennent. Alors comment on explique? Je refais un parallèle avec le sujet numérique et avec des choses qui ont été évoquées par Philippe Biwix aussi ce matin dans le rapport justement
la technologie, à des utopies qu'on peut avoir technologiques, c'est que j'ai l'impression que la sensation justement de façon de percevoir le sujet numérique était moins vue comme une contrainte que là. Alors vous le dites, vous avez raison, que ça va être une lame de fond plus importante, peut-être plus impactante encore. Mais ce sujet numérique, on l'a vu comme une contrainte, mais on l'a aussi beaucoup vu comme un sujet de modernisation d'entreprise, de quelque chose qui était quand même très porteur. Sur l'environnement, on a plutôt tendance à le voir comme quelque chose d'enquiquinant, de très contraignant. Donc... Parce que c'est un temps long, c'est normal, on est juste au début, on le verra dans 5 ans, on le verra dans 10 ans. Si les entreprises ne prennent pas le bon chemin aujourd'hui, c'est une question aussi de pérennité plus tard. Donc quand on parle de le bon à la mode, c'est résilience, mais j'y crois profondément. Une entreprise doit être résiliente et ne pas être uniquement performante sur le plan financier. Ça, si on a compris ça, dans le mot résilience, il y a la gestion des risques, c'est-à-dire absorber le choc et rebondir par rapport à cette contrainte externe, exogène. Et ce que je vois dans l'intérêt de la CSRD, au-delà du fait que il faut quand même s'en sortir tous les mois, c'est que ça permet de revisiter le modèle d'affaires. Ça interroge les dirigeants de TPE, PME sur leur stratégie. Et généralement, ils n'ont jamais le temps de le faire. Ils sont toujours le nez dans le guidon. Ils attendent le rendez-vous à l'expert comptable pour savoir où ils en sont. Mais là, ça leur permet de se poser les bonnes questions par rapport à leurs salariés, par rapport à leurs fournisseurs, par rapport à leurs clients et à toutes les parties prenantes avec lesquelles ils doivent avoir un dialogue de plus en plus élargi et important. Très bien. Je vous embête sur une dernière fois, puis après je vous libérerai. Sur une autre affirmation qui était un peu une boutade qu'on avait eue aussi ensemble dans la préparation. Vous avez écrit « Un RSE scientist serait plus nécessaire qu'un data scientist ». Alors évidemment, c'est un peu une boutade, mais quand ce matin on entendait Éric Ceinturier, par exemple, chez Safran, qui parlait de la façon de piloter sur les 400 fournisseurs avec je ne sais combien d'indicateurs dedans, qu'on parle de CSRD avec tous ces data points, comment on s'en sort? Il va falloir développer des compétences vraiment spécifiques, peut-être pas en data science, mais en tout cas... Alors, je suis un peu sec, hein, là. Là, je demande aux spécialistes qui sont intervenus aussi. Ce que je vois juste, c'est que la piste d'audit, la fiabilité de l'information non financière, la traçabilité de l'information, ça va être quelque chose d'essentiel. Les gens doutent de tout, ils doutent des labels, ils doutent de tout ce qu'on met en avant. Dès qu'on communique trop sur la RSE, on se dit mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je pense que la RSE ne doit pas faire partie des services communication, ça c'est personnel. Moi, je pense que la RSE, c'est directement au cœur du modèle d'affaires. Toutes les décisions des chefs d'entreprise devraient être prises au regard de la RSE. Et donc, il faut savoir être modeste et faire appel aux spécialistes. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes, il fera aussi peut-être appel à un spécialiste de la biodiversité, un spécialiste du sol, un spécialiste de l'eau, parce qu'on ne peut pas tout savoir aujourd'hui. Donc, c'est effectivement une intelligence collective à mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Hop.